Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La culture entreprise en action. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise, membre du collectif Bi-Harmoniste spécialisé dans le développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Pour ce nouvel épisode, je reçois Nicolas Fritz. Nicolas est le CEO de Content Square, une magnifique start-up française, membre pour la deuxième année consécutive du Next 40. C'est la première licorne que l'on reçoit sur ce podcast et c'est un épisode incroyable, plein d'anecdotes sur le développement de l'une des boîtes les plus ambitieuses de la French Tech. Bonne écoute à tous. Et bonjour Nicolas. Bonjour. Je suis très content d'être avec toi. On est chez Content Square. Donc merci pour cet accueil dans vos nouveaux et superbes locaux. Alors pour commencer, une question très traditionnelle de podcast. Est-ce que tu peux te présenter, Nicolas ? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Nicolas Fritz, j'ai 43 ans. Je suis le COO, donc directeur des opérations de Content Square depuis 5 ans et demi. J'ai rejoint la société quasiment au tout début, mais je suis l'aventure depuis le début puisque avant de rejoindre Content Square, j'ai été un de ses tout premiers clients. À une époque où j'avais une autre activité, j'étais dirigeant d'un site de e-commerce qui vendait des diamants et de la joaillerie en ligne. D'accord. Et en fait, dans le cadre de mes activités, j'ai souhaité mieux comprendre et améliorer l'expérience utilisateur sur mon interface, sur mon site. Et en fait, je suis devenu client de Content Square. J'ai adoré ce que m'a proposé cette boîte. Et 3 ans après avoir commencé à bosser avec eux, mon site a été vendu à un groupe. Et j'ai pu rejoindre l'aventure Content Square, et voilà, j'y suis toujours, et c'est génial. Génial. Écoute, en préparant cet épisode, j'ai été assez fasciné en fait par votre produit. Ça a l'air assez magique quand on est un peu néophyte, ce qui est mon cas, sur ces problématiques-là. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi pour que les auditeurs comprennent bien ce que fait Content Square ? Oui, bien sûr. Donc on est un éditeur de logiciels, on a une solution SaaS, et nos clients utilisent Content Square pour donc mieux comprendre et améliorer l'expérience utilisateur sur toutes leurs interfaces. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que on capture et on enregistre toutes les interactions que tous les utilisateurs, tous les visiteurs vont avoir avec l'interface. Donc ça passe par le mouvement de la souris, les clics, les textes qui sont enregistrés, toutes les interactions possibles, en étant 100% aligné avec toutes les directives CNIL, etc. Et donc on exclut tout ce qui est données personnelles. Et donc ça c'est un truc qui est important pour nous. Et toutes ces données qu'on collecte, elles sont ensuite agrégées à l'intérieur d'outils de data visualisation et qui permettent donc de comprendre tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui fonctionne pas bien, qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des insights. Ça fournit des insights qui sont des possibilités d'optimisation de l'interface. Et que ensuite nos clients mettent en production, ils font des modifications sur leur interface et ça leur permet d'améliorer tous leurs indicateurs d'une façon générale et en particulier leur taux de conversion quand ce sont des e-commerçants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une interface digitale aujourd'hui, elle vit en permanence. Une équipe digitale, elle va la modifier tous les jours, elle va rajouter des fonctionnalités, elle va rajouter du contenu, elle va rajouter des photos, elle va rajouter des produits. Et nous, ce qu'on souhaite, et c'est là qu'on accompagne nos clients, c'est qu'elles le fassent en se basant sur des data, en faisant des analyses en amont pour prendre des bonnes décisions et faire les bonnes modifications. Et une fois que les modifications sont faites, c'est mesurer aussi la performance de ces modifications. Donc voilà, c'est rajouter de la data, de l'intelligence au sein de toutes ces interfaces. D'accord. Donc en fait, c'est une espèce de SaaS qui joue le rôle en fait d'un UX researcher en continu tous les jours sur toutes les interactions. Qui se passe sur le site internet des clients, c'est ça ? Voilà, exactement. Et c'est un enjeu qui est vraiment le plus important pour toutes les grandes marques, parce que les marques aujourd'hui veulent proposer une expérience la plus riche et la plus cohérente avec leur image sur tous les éléments de la marque, on va dire, que ce soit le produit bien sûr, mais aussi l'expérience qu'on va vivre dans un magasin. L'exemple qui revient toujours, c'est quand vous allez acheter un produit Apple dans un Apple Store, l'expérience que vous verrez au sein de l'Apple Store, elle est millimétrée. Et vous sortez de là un peu dépouillé, comme tout le monde, mais heureux. Mais avec 3 nouveaux Mac, 2 nouveaux iPhones, 5 coques. Exactement. Et au-delà du produit, on a vécu une expérience géniale. Les marques veulent proposer les meilleures expériences possibles
cohérentes avec l'image et leur stratégie de communication, aussi sur les interfaces digitales. Donc il y a un enjeu colossal, d'autant plus en ces temps un petit peu compliqués où le digital est au centre de tout. Et donc c'est pour cette raison qu'elles investissent massivement dans cette problématique et que Content Square est devenu aujourd'hui la solution numéro 1 au niveau mondial pour les accompagner. Parce que juste pour qu'on se rende bien compte, parce que quand je vois clairement c'était pas mon cas, je savais un peu ce que vous faisiez, je connaissais Content Square parce que vous commencez à avoir une certaine notoriété, vous avez levé beaucoup d'argent, on entend beaucoup parler de vous. Il y a un chiffre qui m'a halluciné complètement, c'est le nombre de données que vous processez, c'est 9000 milliards de comportements. Moi mon cerveau est pas capable de processer un nombre aussi grand, je pense. Comment tu fais et qu'est-ce que ça te permet de faire, même à l'échelle de Content Square, toute cette masse de données agrégées? Comme je te l'ai dit, on n'est pas dans de la donnée personnalisée, mais dans de la donnée agrégée. Et donc, quand on va s'adresser à un client qui a des centaines de millions de pages vues, soit quotidien, soit hebdomadaire, soit mensuel, ça représente des données vraiment très très importantes. Il faut être effectivement en capacité de pouvoir récolter ces données, les stocker, les processer. Pourquoi on récolte autant de données? Pour une raison, c'est que avant, on avait plutôt tendance à faire des analyses qui couvraient l'intégralité des visiteurs d'un site, et aujourd'hui, et plus on avance, et plus nos clients aussi deviennent exigeants et experts, plus ils vont rentrer dans des niveaux de granularité des analyses importants, et notamment en segmentant leur audience. Donc, par exemple, ça aussi. Bien sûr, on va faire des choses assez basiques, comme identifier les comportements d'un visiteur qui visite le site pour la première fois, ou alors d'un visiteur qui revient sur le site, et puis on va regarder les comportements de ceux qui ont été jusqu'à l'achat et de ceux qui ont abandonné en page panier, et les exemples que je vous donne sont infinis, et donc c'est ce niveau de segmentation de l'audience et de l'analyse en fonction de niveau de segmentation nous oblige à récolter beaucoup de données. Bien sûr. Et à processer beaucoup de données. Donc il y a une vraie expertise autour de la big data qui s'est développée chez Content Square, et aujourd'hui on est aussi reconnu pour ça. Ok. Alors du coup, pour remettre ce chiffre en perspective, comment est-ce qu'on fait pour processer 9000 milliards de comportements en étant 700 employés? C'est pas nous qui le faisons, ce sont des machines. Donc on travaille avec tous les grands providers, mais oui, on a une équipe R&D aujourd'hui de près de 300 personnes sur une population totale de 800. Quand je suis arrivé, moi, il y a 5 ans et demi, il y avait moins de 10 personnes à la R&D, et une partie de l'équipe travaille sur la data, sur comment est-ce qu'on arrive à collecter cette data, comment est-ce qu'on arrive à organiser cette data, comment est-ce qu'on arrive à la processer. Et on utilise des outils existants. Il y a pas mal de très belles solutions maintenant qui existent sur le marché, mais on innove beaucoup, on fait de la recherche sur tous ces sujets-là pour toujours calculer plus vite et surtout toujours calculer à moindre coût, parce que ça peut coûter beaucoup d'argent tout ça. D'accord. Alors justement, tu le disais, quand t'es arrivé, tu sais pas encore du tout ce qu'est Content Square aujourd'hui, beaucoup moins nombreux, petite taille, beaucoup moins de clients aussi, j'imagine. Est-ce que tu peux nous retracer un peu les grandes étapes, ou en tout cas les étapes qui t'ont marqué dans le développement de Content Square? Oui, bien sûr. Il y a 5 ans et demi, allez, on va arrondir à 5 ans, Content Square, c'était une cinquantaine de clients en France, environ 1 million de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, Content Square, c'est et une trentaine de collaborateurs. Et aujourd'hui, donc on va dire un peu plus de 5 ans après, Content Square, c'est 800 clients, 800 collaborateurs. C'est une activité qui a été multipliée par 100. C'est près de 300 millions de dollars qui ont été, un peu plus de 300 millions de dollars même, qui ont été levés et qui sont investis. Et c'est 4 acquisitions, dont l'acquisition de notre premier concurrent américain, ClickTale, on est devenu suite à cette acquisition le leader mondial incontesté sur notre secteur. Et c'est marrant parce que en disant tout ça, ça peut donner l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose, mais quand on regarde les perspectives qu'on a en face de nous, on a l'impression qu'on est qu'au tout début de l'aventure, en fait.
et qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin, parce que le sujet qu'on traite est un sujet qui est encore naissant et sur un marché qui est en plein développement. Il y a de plus en plus d'acteurs, mais on pense qu'on a un coup d'avance, qu'on est le leader, et on a une vision, je crois, assez claire de ce qu'on a envie de faire dans les prochaines années, à la fois sur le produit, à la fois sur le développement de notre business d'une façon générale. Et donc oui, on pense que l'aventure Content Square est loin d'être terminée, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce marché. Justement, ça m'intéresse rapidement ce que tu dis sur il y a de plus en plus de concurrents. Tu dirais que c'est un marché sur lequel il y a des barrières à l'entrée qui sont fortes, ou l'inverse, que n'importe qui peut arriver avec une technologie et faire ce que vous faites? Il y a quelques barrières à l'entrée sur la partie techno, propriété intellectuelle, c'est sûr. On est assez agressif à ce niveau-là, à la fois sur la dépose et la protection de nos brevets. C'est un sujet qui doit être aussi passionnant. Ouais. Comment tu protèges ce type d'innovation technologique et comment tu sais que les autres t'ont copié avec leur algo plus ou moins, enfin leur algo ou leur code, ou ce que tu veux, on travaille en tout cas pas mal là-dessus. J'ai oublié ta question du coup. Ouais, c'était juste pour ma curiosité sur le marché et à quel point c'était facile de le pénétrer, ou à quel point vous étiez le first pass de buzz comme on dit, et en gros il y a un autre élément qui est important, c'est ça que je voulais dire, c'est la courbe d'apprentissage. C'est, je dirais que ce que nous on appelle l'UX Analytics, ce qui est notre métier et notre marché, est naissant. Il y a encore beaucoup à découvrir, je pense, sur ce marché. Et voilà, nous on a accompagné, donc j'ai dit, beaucoup de clients depuis le début. On est très proche de nos clients, on innove beaucoup, et donc pour être en mesure de créer toute la valeur qu'on crée pour nos clients aujourd'hui, il y a une courbe d'apprentissage qui est vraiment très très longue. Donc on pense que, et on le voit très bien, dès qu'un acteur sort sur le marché, il peut peiner à pas forcément à sortir des belles solutions, mais en tout cas à créer de la valeur de façon importante chez les clients. Justement, en fait, je pense que c'est important de le dire, parce que souvent on commence à entendre parler des entreprises Content Square ou quand même d'autres, le jour où d'un seul coup elles sont partout, vous faites la une des médias, et on se dit c'est facile, il y a un côté overnight success, et en fait c'est très très rarement le cas. Donc même sur des solutions SaaS, même sur des choses qui sont très scalables, comme on le voit avec le rapport entre votre nombre d'employés et ce que vous pouvez faire en termes de capacité, il y a aussi des étapes qui marquent et des choses qui sont intéressantes. Et aujourd'hui, si on s'arrête sur la situation aujourd'hui, vous êtes une licorne, si je me trompe pas, vous êtes considéré comme une licorne, donc avec une valorisation qui est supérieure à 1 milliard. Je crois que vous êtes la première qu'on a sur ce podcast, donc je suis même très content. Qu'est-ce que ça change, justement, ce moment où tu deviens ça et t'es sous la lumière des projecteurs et on parle de toi en disant vous êtes une licorne, ça fascine tout le monde. Nous ça change rien, je pense. J'ai pas vu de changement particulier en interne. On s'est regardé tout d'un coup, on s'est dit c'est génial. Personne n'a eu de corne qui a poussé au milieu. Non, personne, je crois. Je pense qu'on est tous à la fois très contents de ce qui se passe, mais très lucides. Déjà, c'est pas nous qui un jour nous réveillons et nous disons on est une licorne. Regardez-nous, c'est les gens du milieu qui font des calculs et qui disent tiens, d'après les levées de fonds qu'on voit, ça nous étonnerait pas qu'ils soient devenus une licorne. Voilà, et puis donc comme ça que ça se passe. Et puis non, je pense que ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on s'est aussi très porté par notre fondateur Jonathan, qui est un gars complètement insatiable. Moi, quand j'ai eu mes premières discussions avec lui, quand j'ai rejoint Content Square, que je me suis associé il y a 5 ans et demi, il me disait mais dans 4-5 ans on va devenir la moitié de ce que on est en fait devenu. Donc on est déjà allé 2 fois plus loin, et moi ça me paraissait déjà énorme. Et tous les ans ou tous les 6 mois, quand on se repose un petit peu sur les plans, il y a toujours cette excitation de se dire qu'il y a des nouveaux produits à lancer, il y a des nouveaux marchés à prendre, des nouveaux territoires à conquérir, géographiques, etc. Et que du coup, on n'est jamais en train de regarder ni le présent ni le passé, mais toujours le futur. Et du coup, on prend pas vraiment le temps de
d'en profiter. En tout cas de se reposer sur nos lauriers. On fait des grosses fêtes, mais ça c'est depuis le début, à chaque fois pour célébrer un petit peu le fait que ça se passe bien. Mais non, moi j'ai vraiment pas l'impression que ça a changé grand chose. Et puis voilà, on a tellement vu de licornes, de décacornes, de je sais pas quoi, qui montaient, qui s'explosaient en plein vol. Voilà, on voit aussi un peu la fragilité de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est plus en confiance on est quand même très, très confiant sur tout un tas d'éléments, mais voilà, ça change pas grand-chose, je pense. Mm-hmm. Ok. Mais effectivement, du coup, c'est extrêmement intéressant aussi cette hyper croissance que vous avez j'allais dire subie, tu vois, c'est malheureux de ma part, mais comme tu le dis, on est toujours en train de regarder le step d'après, et c'est comme ça aussi qu'on crée des super boîtes, etc. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ça justement sur le prisme de votre culture entreprise, parce que tu sais, c'est aussi notre sujet chez Bi-Harmoniste. Comment est-ce que tu as vu évoluer la culture de Content Square, et comment est-ce que tu la décrirais aujourd'hui simplement? Déjà, c'est un sujet que on a pris à bras le corps assez tôt, c'est-à-dire que 1 an et demi, en tout cas de mon expérience, 1 an et demi après, même pas 1 an après que je sois arrivé chez Content Square, qu'on a vu qu'il y a une attraction très très forte. Et que on s'est vraiment dit qu'on pouvait attaquer l'international et qu'il y avait une place de leader mondial à prendre. Ça pouvait paraître très arrogant à l'époque. Un des premiers trucs qu'on s'est dit, c'est que il fallait que on attaque les US et que il était indispensable que Jonathan, le fondateur, qui incarne Content Square et qui incarnait la culture de Content Square, qu'il incarne toujours, je crois, s'installe aux US. Et il était vraiment le pivot de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire que tout était très très centralisé autour de lui. Et du coup, on a eu une vraie réflexion en se disant, si on veut grandir et être scalable, il faut qu'on arrive à construire une organisation beaucoup plus solide et un collectif beaucoup plus solide et qui repose beaucoup moins sur Jonathan. Et on a travaillé sur différents piliers, dont un qui est important, c'est la culture d'entreprise. On a travaillé sur l'organisation, on a travaillé sur des méthodes de travail, les méthodes de management, la gouvernance de l'entreprise. On avait un projet un peu multifacette, mais au cœur de ça, il y avait la culture d'entreprise. Et donc, il y a 4 ans, on était à cette époque-là, je crois, une 60aine de collaborateurs. On a réuni tout le monde pendant une journée pleine. On a mis en place une petite méthode. Et on est sorti de là avec une culture, d'entreprise qui était formalisée avec des valeurs. On voulait pas que ça sorte de la tête de Jonathan, on voulait pas que ça sorte de la tête du codir, ni du marketing ou de consultant, mais que ça émerge de l'équipe, quoi. C'est peut-être le pire quand ça sort du marketing, effectivement. Oui, exactement. Donc nous, on voulait que ça sorte de l'équipe. On a même regardé le truc et on a trouvé ça plutôt sympa. Et je crois que c'est vraiment un des trucs des meilleures idées qu'on a eues, parce que du coup, l'équipe c'est reconnu puisque c'est elle qui a sorti les valeurs. Et puis ensuite, une fois qu'on avait les valeurs, on s'est dit et qu'on a matérialisé cette culture, on s'est dit mais comment est-ce qu'on fait transpirer ça partout, dans les méthodes de recrutement, dans les méthodes de management, etc. Et donc on a tenté de définir de voir comment on pouvait modifier notre organisation, nos process, nos rituels. Et notre fonctionnement d'une façon générale pour que ça incarne les valeurs, que les valeurs ce soit pas juste des jolis tableaux et des mots mis au mur, mais qu'ils soient incarnés dans tout ce qu'on fait, quoi. Et depuis, en fait, ça ne s'est jamais démenti et on a continué à fonctionner comme ça. Et je suis très surpris et agréablement surpris que à bientôt 800, la culture soit toujours aussi cohérente et préservée. Avec des fois des difficultés, parce que on peut avoir tendance à faire avoir des gens qui quittent l'entreprise, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment des gens de grand talent, mais qui se reconnaissent pas ça dans les valeurs, dans la sûr. culture, et ça arrive souvent. Oui. Ça peut arriver. Plus tu attends pour mettre en œuvre cette phase de clarification justement de tes valeurs et de ta culture, où vous l'avez fait quand vous étiez 60, donc vous êtes 10 fois plus que 10 fois plus. Plus tu attends, plus tu risques d'avoir si tu le fais contraint et forcé parce que tu sens qu'il y a des tensions, etc., ce qui peut être le cas des fois, on se dit on va travailler là-dessus parce qu'on sent qu'il y a un problème plutôt que parce que on a des ambitions et on veut avoir un socle et des fondamentaux qui sont clairs. Oui. Et donc du coup, si tu attends ce moment-là, c'est à peu près sûr que tu vas avoir des gens qui vont quitter le navire. Ouais, exactement. Et c'est plutôt sain en fait parce que eux sont pas alignés avec les valeurs d'entreprise. Il y a une tension qui se crée et t'as donc forcément eux ils ont intérêt à partir et toi
c'est horrible à dire, mais t'es peut-être mieux sans aussi. Et alors toi, du coup, dans le fait de faire ce processus très tôt, il y a autre chose qui peut se passer aussi, notamment avec de l'hypercroissance comme la vôtre. Tu fais venir plein de nouvelles personnes, tu ouvres plein de nouveaux pays, on va y revenir. Est-ce que tu as ressenti le besoin à un moment donné de réactualiser ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière continue? Ou est-ce que juste vous avez réussi à être hyper précis dans votre recrutement et tous les gens qui viennent sont en adhésion parfaite avec votre culture? Non, je pense que moi je pense que on a effectivement, je pense, recruté des gens qui étaient globalement plutôt alignés avec notre culture. S'ils l'étaient pas, ils sont rentrés dedans, quoi, et je pense qu'ils y ont pris un certain plaisir. Il y a aussi des gens, je pense pas qu'il existe une entreprise où 100% des salariés sont à 100% dans la culture, et se reconnaissent dans les valeurs. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une majorité, quoi, qu'il y ait quelque chose de suffisamment homogène. Il y a des gens qui sont un peu plus spectateurs de tout ça, mais sans forcément que ça les dérange. Donc non, je pense que l'élément qui était peut-être le plus gros challenge, ça a été les acquisitions. Et notamment, on a fait 4 acquisitions. Alors 3 acquisitions où le nombre de salariés était inférieur à 20. Donc on va dire que c'est un petit peu plus simple de réussir une intégration, là où quand on a fait l'acquisition de Clicktail, on avait 200 collaborateurs à intégrer. Et je pense que c'est effectivement ces acquisitions qui ont pu nous faire corriger un petit peu le tir ou le modifier un petit peu. C'est une greffe, en fait. Ouais, effectivement, c'est une greffe, c'est aussi, à ce niveau-là, c'est un peu une famille recomposée, quoi. C'est, forcément, il y a un mélange qui se crée. Mais, je vais peut-être pas être un petit peu prétentieux ce que je vais dire, mais je pense que notre culture est tellement forte, notre culture de base, elle est tellement forte, et elle est, je crois, bienveillante. Un peu de mot à la mode, mais moi j'y crois beaucoup. Oui, mais c'est un vrai mot en même temps. Donc, en même temps, c'est un mot qui existe. Hein. Elle est très inclusive. Elle est voilà. Et puis t'es obligé. Elle est un peu légère. Hein. Il y a une petite légèreté. On est un peu des enfants chez Content Square. On est très enthousiastes. Ce qui est une de vos valeurs d'ailleurs. Oui, exactement. Et du coup, je constate que à chaque fois, les gens sont plutôt contents de s'inscrire dans cette nouvelle culture. Donc il y a les acquisitions, il y a bien sûr l'international qui a joué. Mais pour le moment, je constate que le fond de la culture est là, que notre fondateur Jonathan l'incarne quand même beaucoup. D'ailleurs, je profite peut-être pour répondre à ta question, parce que c'est quoi, je parle de la culture Content Square, c'est quoi la culture? Je vais pas revenir sur toutes nos valeurs, mais peut-être sur les éléments qui sont les plus, d'après moi, importants chez nous. Le premier, c'est l'ambition. Alors tout le monde peut, je pense qu'il n'y a pas de boîte ou patron de start-up qui se disent non ambitieux. C'est dur de monter une start-up si t'es pas un peu ambitieux. C'est un petit peu d'ambition, mais nous, l'ambition, elle a peut-être un goût spécial chez Content Square. C'est notre capacité à prendre des risques extrêmement forts et à se mettre dans des situations très inconfortables. Et les histoires que je raconte souvent pour incarner ça, c'est que quand je vois toutes les décisions qu'on a prises avec Jonathan depuis le début, et même les toutes premières décisions un peu marquantes que je l'invitais à prendre, où je lui présentais des hypothèses A, B, C, où je lui présentais l'hypothèse C juste pour lui montrer que il y avait la possibilité de faire des trucs un peu fous, mais que je voulais lui faire choisir entre A et B. Il partait systématiquement sur la plus risquée, la moins facile, la moins confortable, et avec ce côté un petit peu, je mets tout sur le rouge, quoi. Et j'ai un peu l'impression que c'est quand même beaucoup ça, Content Square. C'est toujours prendre des décisions qui sont les plus voilà, quand on décide de racheter notre concurrent, c'était sûrement pas le bon moment, c'était peut-être pas la meilleure façon, et bien sûr on l'a pas présenté comme ça, mais moi pour l'avoir vécu de l'intérieur, je me dis mais on est fou d'avoir fait ça, quoi. On aurait pu se prendre le mur 10 fois, et il y a plein de décisions qu'on a prises comme ça, je pense que mais qu'est-ce qui a fait que ça a toujours marché? Je pense que je peux te demander qu'est-ce qui aurait pu faire que ça marche pas. Il y a toujours un peu de chance. Il y a toujours un peu de chance. Hein. Je pense que le business, il y a une part de chance, mais il y a aussi le fait que on est. Et là, ça peut paraître aussi arrogant, mais je pense qu'on a vraiment une équipe de fous. Moi,
moi, je suis bluffé par la qualité des gens avec qui je travaille. Je pense que quand on commence à avoir des gens qui sont bons, ça attire aussi les gens bons autour. Donc il y a quelque chose de bien qui se crée. Et je pense que Jonathan, il y a une très très belle complémentarité au sein de notre équipe d'une façon générale et de notre équipe dirigeante aussi en particulier. C'est que Jonathan, il peut avoir un côté comme ça visionnaire. Il nous explique, sans qu'on comprenne toujours pourquoi, il faut impérativement aller dans cette direction. On se met tous un petit peu à trembler, et puis il nous confie le truc en disant mais je suis sûr que vous allez y arriver. Et puis effectivement, on a des gouttes de sueur partout, et au final, on y arrive, quoi. Donc on fait des choses assez exceptionnelles en se mettant dans des situations un petit peu compliquées, mais parce que voilà, il nous pousse dans nos retranchements. Mais à chaque fois on arrive à trouver des solutions, on arrive à s'en sortir, et puis on arrive en faisant quelque chose de bien, quoi. Donc il y a ce côté un peu naïf, cette citation moi que j'aime beaucoup, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, qu'on a entendu 50 000 fois, mais j'ai l'impression que nous on a fait ça 15 fois ces 5 dernières années. C'est pas mal comme sentiment, j'imagine. Et que si c'était à refaire, je sais pas si j'y retournerais, mais et je pense que de toute façon pour écrire des histoires avec des tels niveaux de croissance, on n'a pas d'autre choix que de fonctionner comme ça. Et alors, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, notamment sur la relation et le leadership que vous pouvez avoir, Jonathan et toi. Donc Jonathan Cherki, le fondateur CEO et le fondateur ouais. le fondateur qui est toujours aux États-Unis. Ouais. Ok. Donc c'est toi qui t'occupes en fait de la partie, du bureau français, et entre autres beaucoup de choses, j'imagine. Ouais. Parce que t'es aussi ouais, CEO de la boîte, donc il y a ouais. plein de choses dans ton portefeuille. Donc tu me dis qu'il a ce style de leadership qui est très visionnaire. Comment tu t'articules toi par rapport à ça? Et notamment dans la relation que tu peux avoir aussi aux équipes. Moi, je vais te dire franchement, je pense pas que je sois un entrepreneur. Je pense que je suis un bon bras droit d'entrepreneur. Et c'est l'avantage quand on commence à arriver autour de la quarantaine, c'est qu'on sait et qu'on assume peut-être plus ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Et voilà. Et moi, je suis quelqu'un plutôt de structuré. Je peux avoir un petit côté méfiant de temps en temps. Mais j'adore les challenges, j'adore les trucs compliqués, j'adore résoudre des problèmes. Je suis très branché sur les hommes, l'organisation, résoudre des problèmes. Et donc on est hyper complémentaires avec Jonathan. J'ai toujours l'impression que c'est une sorte de bulldozer qui ouvre des portes, qui ouvre des nouveaux territoires, des nouvelles perspectives. Et moi ça m'arrive souvent de râler en disant c'est pas le moment, c'est trop tôt, on en a trop, machin. Et puis finalement on va, et je suis pas le seul, on est maintenant une très très grande équipe à faire ça, des gens extraordinaires, et puis à chaque fois on récupère les sujets et on se dit allez on s'y colle, et puis ça nous fait grandir, et puis ça nous fait aller plus vite. Donc il y a une très très belle complémentarité, mais maintenant qui est portée par une vraie belle équipe, quoi. Il y a un côté venir paver la voie qui est ouverte en fait. Comment ? Il y a un côté venir paver la voie. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Comment tu fais pour que ça marche, que ça tienne et que ça soit pérenne, quoi. L'image que je donne souvent aux équipes, c'est parce que même Jonathan, il a tendance à pas respecter les règles que nous-mêmes on se fixe entre nous, quoi. D'accord. Et souvent je leur dis mais vous savez, c'est ça qui marche. On est une sorte de, imaginez-vous dans Star Wars, on est une espèce d'énorme vaisseau qui avance extrêmement vite, de façon hyper cohérente, structurée, et qui dégomme tout sur son passage. Et on a un petit vaisseau avec des rayons laser et qui pète tout devant nous, quoi. Donc à chaque fois qu'il y a une météorite qui arrive, des trucs, il pète tout ce qu'il y a devant nous. Et ça nous permet d'avancer vachement plus vite, quoi. Et donc il faut accepter que ce vaisseau, il soit Ouais, complètement. Il est sa liberté, quoi. Le Faucon Millennium, quoi. Exactement. Voilà, c'est pour tous les fans de Star Wars. Voilà. Ok, alors, et du coup, si on revient sur quelque chose dont tu nous as pas mal parlé, ces acquisitions que vous avez fait, alors tu as le droit de me corriger, pour moi, vous avez deux types d'acquisitions. T'as des acquisitions qui vont être plutôt pour aller chercher des choses horizontales, des choses qui vont être complémentaires, typiquement ce que vous avez fait sur Adapt Mon Web, avec une solution pour l'accessibilité du web, etc. Donc là, on est vraiment sur une solution qui vient très bien se plugger sur ce que vous faites. Ou des acquisitions qui vont être vraiment pour renforcer des verticales de manière très très forte. Là, c'est le cas de ClickTale. C'est un de vos concurrents. Est-ce que c'est plus dur de faire rentrer un concurrent dans son entreprise ? Oui, parce que mais moins que ce que je pensais. C'est-à-dire que effectivement, quand on va racheter des solutions comme Adapt Mon Web, comme Pricing Assistant, qui sont vraiment des solutions qui viennent compléter l'offre produit Content Square, c'est ni plus ni moins des
éléments qui étaient dans notre vision produit. Et là, l'idée, c'est vraiment de dire, on sait qu'on a plein de façons de faire évoluer notre produit, des nouvelles offres qu'on pourrait lancer à moyen terme, mais on est obligé de faire des arbitrages. Là, tout d'un coup, on a des entreprises qui s'approchent de nous, ou alors qu'on approche et on les rachète, et du coup, on gagne des années de développement sur une partie de notre produit. Donc, et là, effectivement, c'est assez simple, quoi. C'est quand vous rachetez un concurrent qui lui-même était numéro 1 et nous regardait comme un petit numéro 5, 4, 3, 2. Ah oui, en plus, c'est cette situation-là, et tu les rachètes, quoi. Voilà, en plus, il y a la dimension peut-être un peu culturelle, les Frenchies contre les Américains, américano-israéliens, puisque... Oui, parce que je sais pas te le dire, mais dans ma super préparation, il me semblait que c'est une boîte israélienne. Oui, c'est une boîte israélienne, je dis américaine parce qu'en fait, leurs clients sont américains. Ok. Mais effectivement, la boîte à la base est américaine, mais avec toute l'équipe produit, R&D et tout le back office à Tel Aviv, mais des équipes marketing, sales, customer success et que des clients, 90% de clients américains. Donc voilà pourquoi je dis leader sur le marché américain. Bien sûr. Mais effectivement, j'avais un petit peu peur de ça. On n'a jamais parlé d'acquisition, en fait, quand on les a approchés. La réalité, c'est que ça a été une très belle et grosse acquisition. Quelqu'un qui regarde la partie finance et juridique, il dira c'est une acquisition. On les a complètement rachetés, englobés. Mais on n'a jamais utilisé ce mot-là en parlant des équipes. On a parlé de merging, de fusion, de 1 + 1 égale 3, voilà, tous ces trucs-là, et donc on les a pas du tout mis, quitte à faire très attention à notre ego, tout ça, à les mettre dans une bonne position. Et puis quand il a fallu définir l'organisation une fois fusionnée, on avait tous nos managers qui se disaient super, mon équipe va grandir, doubler, et je vais récupérer un portefeuille, des clients américains, etc. Et en fait, on a tenté, sans faire de politique, d'être le plus objectif possible, et donc de mettre sur la table les personnes, les compétences, les expériences, et de choisir les meilleurs. D'accord. Et quitte à avoir des vraies grosses déceptions au sein des équipes Content Square. C'est des vrais choix, pour le coup. C'est des vrais choix. C'est le numéro 1 d'une organisation qui avait une sorte de voie tracée, à qui on va dire maintenant tu vas être numéro 2, on t'explique pourquoi. Et c'est sûr qu'il y a eu des vrais chocs, des vrais moments durs à passer. Mais une fois de plus, moi c'est là que je me redis que je travaille avec des gens extraordinaires, parce que on a eu très très peu de casses, très très peu, tu vois, même je m'en rappelle pas. Donc ça reste ta culture en fait, et ces valeurs typiquement d'ambition qui viennent les gens dire accepté, on est là pour le projet, et on est là pour le projet, et puis voilà, puis il faut aussi expliquer à quelqu'un en disant regarde, t'es rentré chez Content Square, regarde la position que t'avais, les responsabilités que t'avais, le portefeuille que tu gérais, le budget que tu gérais, le nombre de personnes que tu gérais, et regarde, il faut peut-être mieux, tu as une opportunité de devenir numéro 2 d'un truc énorme. Voilà, est-ce que tu aurais préféré rester numéro 1 d'un truc petit ou moyen, ouais. Et en plus tu vas apprendre, tu vas continuer à grandir, etc. Et donc ça a été beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions. Ça nous a pris un temps fou. On y a déployé beaucoup d'énergie. Mais on nous a tellement dit que les acquisitions, ça se passe toujours mal. Il y a une acquisition sur 3 qui se passe bien, une autre sur 3 qui donne rien, machin. On s'est tellement mis dans une position où a priori on allait foirer, ou en tout cas avoir des très grosses difficultés, que on a surpréparé, surinvesti, et ça s'est super bien passé pour le moment. Parce qu'effectivement, il y a effectivement ce chiffre, il y a 2 acquisitions sur 3 qui ne créent aucune valeur. Et pourquoi justement? Souvent parce que si la greffe culturelle ne prend pas, les valeurs sont trop antinomiques, les gens partent, les gens qui étaient associés attendent de vester leurs actions et partent. Et en fait, au final, tu te retrouves avec une coquille vide, éventuellement une technologie, mais t'as perdu l'équipe qui faisait quand même une grande partie de ce que t'as racheté au départ. Dans le cas de ClickTale, enfin, on voit l'intérêt business, évidemment. Enfin, tu crées un géant, tu vas sur le marché américain, tu récupères le portefeuille. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée à l'époque, est-ce que notre culture et nos valeurs sont compatibles avec les leurs? Et si oui, comment vous avez fait pour savoir ça? Bah oui. Et quand on a décidé d'acheter, on avait au préalable fait un audit
de la culture. Ah, c'est très, très intéressant, ça. Des deux côtés, on avait échangé là-dessus. Eux, on avait un plan en tête. Ok. On s'était assuré que d'après nous, il y avait rien d'antinomique et que on était confiant sur la capacité d'avoir un plan d'intégration. Et on l'a fait pour toutes les acquisitions, même les plus petites. Tu fais un audit de culture On systématique. fait un audit de culture qui est plus ou moins approfondi, hein, forcément, mais et où on a un vrai plan derrière. Il y a un deuxième élément qu'on fait, c'est que on a mis en place des techniques de planification de nos projets à travers ce qu'on appelle des master plans. Et en fait, à chaque fois qu'on travaille sur une acquisition, on mobilise une grosse partie de l'équipe pour aller très très loin dans la planification de ce qu'on fait, avec un objectif d'alignement. Il y a rien de pire qu'on rentre dans qu'on rentre dans une boîte et qu'on se fait racheter, c'est le flou, quoi. Le flou sur moi en tant que personne, le flou sur le projet, et les phrases, non mais on va construire ça va venir, sois patient, etc. Je pense qu'il y a rien de pire. Et donc, nous, on perd énormément de temps au début à faire des séminaires ou à s'enfermer pendant 2, 3, 4 jours. On perd pas tant de temps que ça, finalement. Et non, et où on aligne tout le monde sur, et on définit une vision, on travaille énormément sur c'est quoi la vision d'une intégration réussie à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, avec des vrais mots derrière, avec des axes de travail, avec des résultats à atteindre. On définit des ownerships, etc. Donc, on écrit une sorte de partition, mais on coécrit la partition avec les équipes qui rentrent et ils s'approprient quelque part aussi leur futur, quoi. Ah ouais, exactement. Et quand il y a plus de questions parce qu'on s'est posé toutes les questions avant, ça facilite énormément les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait d'ailleurs. On fait même pour Content Square, pour nous, d'une façon générale, quand on planifie nos grands projets. On perd beaucoup de temps pour en gagner. Voilà, pour en gagner par la suite, exactement. Ok. Et alors du coup, avec du recul, on a beaucoup parlé de greffe ou de choses comme ça. Effectivement, une culture, une entreprise de manière générale, ça peut se comparer à un organisme vivant. Ces acquisitions-là, tu dirais quoi, que Content Square a absorbé, assimilé les entreprises qui l'ont rejoint, ou est-ce que tu dirais qu'il y a eu une hybridation? Et dans ce cas, qu'est-ce qui a changé chez vous aussi après avoir acquis cette entreprise? Je pense que sur les 3 petites, il n'y a pas eu de grandes modifications parce que je pense que les différences de taille étaient trop importantes. Maintenant, ou en tout cas, elles sont très relatives. Sur la grande Clicktel, je pense que oui, ça a eu des effets. Ça a eu des effets, notamment, je pense, sur l'ouverture internationale. D'accord. Quand on fait rentrer comme ça 200, déjà une grosse équipe américaine. Bien sûr. C'est marrant parce que l'essentiel de l'équipe était en Israël et aux États-Unis. Et nous sommes beaucoup à ne pas bien connaître la culture israélienne, en fait. Bien sûr. Par manque de connaissances et d'expérience. Du coup, moi, je me rappelle m'être beaucoup focalisé sur cette culture-là aussi. Pas que la culture de l'entreprise, mais la culture du pays. Voilà. Parce qu'il y avait quand même 2 cultures. Il y avait sur cette acquisition, il y avait une culture. Il y avait un peu de culture d'équipe. Il y avait quand même la culture déjà américaine. Dans l'entreprise. Ouais, et la culture israélienne. Okay. Et toi, tu le vois grâce à ton super audit de culture. Voilà, et on s'en rend compte exactement comme ça. Et du coup, on se concentre peut-être plus sur la partie qu'on semble moins bien maîtriser. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que la plus grande difficulté qu'on a eue, ça a été à faire cohabiter notre équipe américaine et leur équipe américaine, qui avait 2 cultures complètement différentes. Okay. Donc, et comme quoi la culture d'entreprise et la culture des pays peut être des choses complètement différentes. Et des fois, la problématique ou la différence, elle est pas forcément là où on s'en rend compte le mieux. Mais oui, je pense que ça nous a fait beaucoup plus nous ouvrir. Et c'est bien, et je pense que on a un petit côté peut-être encore trop Frenchy avant cette acquisition là qu'on a dû complètement gommer
faire disparaître, et de toute façon on n'a pas eu le choix, ça s'est imposé à nous. Ça s'est fait naturellement. Ouais, ça s'est fait complètement naturellement. Et effectivement, ça c'est aussi un sujet qui m'a beaucoup intéressé quand je regardais plus dans le détail comment c'était Content Square, comment c'était organisé. Vous êtes dans 6 pays où c'est des vieux chiffres que j'ai. Ouais, alors c'est vrai que maintenant on est même plus que ça. Enfin, on a des bureaux dans 6 pays, mais on a maintenant des équipes qui commencent à être partout. On a des gens en Australie, on a des gens à Tokyo. Et c'est vrai que l'effet Covid accélère ce processus qui fait qu'on on a tendance à maintenant à recruter les gens partout, quoi. Oui, en fait, tu peux être en télétravail complet, full remote, en Australie, en Nouvelle-Zélande, où tu veux. La priorité est devenue de recruter du talent. Les talents. Ça, c'est génial, ça, effectivement. Et alors, du coup, tu ouvres tous ces bureaux, tu ne ouvres pas tous en même temps aussi, tu ouvres les uns après les autres, certains plutôt avec des entreprises que tu as acquises. C'est, comme tu le disais, énormément de cultures différentes. Et là, on parle pas même pas de culture d'entreprise, on parle juste des cultures des pays et des gens. Comment tu fais pour qu'il y ait toujours eu un seul Content Square et qu'il n'y ait pas des équipes dans l'équipe, justement? Ce qui était le cas chez ton il y a plusieurs éléments. Il y a tout le travail qui est fait sur la communication autour des valeurs, l'incarnation des valeurs dans tous nos process, nos rituels. Ça, c'est super important. C'est la mise en place des rituels qui existent historiquement à Paris, de les mettre en place partout. C'est quoi ces rituels? Si tu veux en donner un. Je vais t'en donner un. C'est on organise ce qu'on appelle des Let's Talk, comme parlons, qui consiste à dire que et ça c'est un truc qu'on fait depuis qu'on est 30 dans la boîte, c'est les collaborateurs peuvent poser n'importe quelle question. Et c'est soit Jonathan, soit un membre du CODIR qui vient répondre. Il y a tellement de gens qui ont peur de faire ça. Et le principe, c'est qu'il n'y a aucun filtrage sur les questions. Alors des fois, avec tu te fais cuisiner quoi, mais c'est le jeu. Alors tu te fais cuisiner, des fois même des trucs un peu exotiques, mais en tout cas c'est top quoi. C'est vraiment une logique de dire, nous on n'a rien à cacher, et puis on a envie de faire un maximum de pédagogie, donc voilà, et on fait ça, et ça c'est né à Paris. On n'a jamais voulu faire ça global parce que on voulait qu'il y ait un minimum de proximité, faire ça en nombre limité. Et donc les Let's Talk, maintenant il y en a dans tous les pays, il y en a au moins 6 ou 7 effectivement chaque mois. Et c'est quelque chose qu'on continue à faire. Voilà, on organise des soirées chaque trimestre. Pour récompenser les équipes, faire un peu de team building. Voilà, il y a plein de petits événements comme ça qui s'organisent et qu'on essaye qu'on duplique un peu partout. Du coup, tu l'as dupliqué un peu partout? On l'a dupliqué un peu partout. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que on mélange beaucoup les équipes. Hein. D'accord. Donc on a chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays, on envoie des gens qui sont à la fois des gens qui incarnent la culture, qui incarnent la boîte, l'état d'esprit. Et puis bien sûr, qui connaissent un petit peu tous les rouages de l'entreprise pour aider les équipes au niveau local. Et forcément, du coup, ces gens-là, ils participent aussi activement au recrutement des locaux, puis il y a quelque chose qui se crée. Bien sûr. Mais maintenant, on est sur des volumétries où tu as quand même des sortes de sous-cultures qui se créent avec des identités très fortes. Je cite souvent l'exemple de notre bureau à Londres. Qui c'est du Content Square mais à la mode british, avec de l'humour british, avec des éléments très culturels british et qu'on adore, mais où on retrouve quand même voilà, quand on se retrouve tous ensemble, on a quand même l'impression de faire partie de la même famille, quoi. D'accord. En fait, chacun des pays, chacun des bureaux garde ses spécificités. C'est-à-dire que t'es pas arrivé avec un moule et t'as appuyé ce qui restait sur le côté. Non, tant pis. ouais. Mais pour autant, ça enrichit plus que ça ne dilue la culture de Content Square. Exactement. C'est assez inspirant comme exemple. Ok. Et alors du coup, j'ai fait une autre question parce que ce développement international, si je me trompe pas, au moins, avant ou en parallèle, en tout cas, vous êtes allé aussi le chercher au moment où vous avez levé des fonds, puisque vous êêtes beaucoup financé par la levée de fonds. J'ai pas le montant exact en tête, mais en tout cas, vous en avez fait une dernière grosse à 160 millions. 190 millions. 190 millions. Ok. Trop pour moi. Ouais. Il y a peut-être très peu de temps, et notamment, vous avez été chercher ces fonds auprès de fonds américains. Donc, encore une fois, tu me corriges, mais quand tu lèves des fonds, en général, les fonds d'investissement qui te donnent de l'argent entrent aussi à ton capital, donc à ton board. Qu'est-ce que ça change de faire entrer des investisseurs américains, par exemple, quand on est une boîte française, à son board, en termes de culture, de possibilité de faire des choses? Moi, je crois qu'on n'a rien vu de négatif. On a la chance
aussi peut-être d'avoir pu sélectionner un petit peu nos investisseurs, c'est-à-dire que on n'a jamais été dans des situations un peu désespérées à prendre. T'as besoin de ta piqûre de cash. Voilà, n'importe qui. Et du coup, on a eu le choix et on a pu faire rentrer des gens avec qui on avait vraiment envie de bosser et qui fonctionnaient comme nous. C'est-à-dire, ce qu'on attendait nous d'investisseurs, c'est qu'ils soient présents quand on en a besoin, qui fassent pas d'ingérence, qui nous laissent un maximum d'autonomie, qu'on fonctionne à la confiance, mais qui soient présents pour nous apporter des fonds, mais aussi beaucoup pour nous apporter du business, parce qu'un fonds d'investissement, c'est quand même une équipe qui est en relation avec des centaines de boîtes qui peuvent être des clients de Content Square. Et il te pousse à toutes ces participations, en fait. Ouais, je me rappelle Jonathan qui, c'est pas mal, avant les deals, demandait aux partenaires des fonds d'investissement de s'asseoir à côté de lui et d'ouvrir leur page LinkedIn. Et il explorait la page LinkedIn. Incroyable, ça. Et limite, on prenait notre décision en disant non, on va plutôt aller avec eux parce que eux, ils vont pouvoir nous faire du business. Mais donc, t'avais vraiment l'embarras du choix, quoi. Non, c'est un peu caricatural, mais en tout cas, ça s'est un peu passé comme ça. Je dis pas que c'était 10 personnes, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a pu faire. Et sinon, nous, on est sur un modèle économique SaaS, et c'est vrai que le SaaS est un modèle extraordinaire en termes de scalabilité. Tu peux me dire en 2 mots ce que c'est pour les gens qui écoutent? Alors ça, bien sûr, c'est un peu le nouveau nom du logiciel, c'est Software as a Service. Donc c'est des solutions logicielles que les clients achètent et qu'ils utilisent sous forme d'un service tous les mois, donc ils payent un abonnement. Donc c'est un modèle qui est extrêmement scalable, puisque l'idée c'est que vous faites l'acquisition d'un client et que ce client, vous espérez qu'il va rester non pas un mois ou un an, mais des années entières, parce qu'il va prendre votre solution, ça va devenir une solution de son stack, et qu'il s'en séparera jamais, parce que maintenant, ça fait partie des meubles chez lui. Et tu produis qu'une fois, et tu vends de manière illimitée. Donc tu vends qu'une fois, il faut bien sûr renouveler les contrats tous les 24 mois, 36 mois, selon la durée des contrats, mais donc c'est un modèle en escalade, c'est-à-dire que l'acquisition d'un client, elle est peut-être un peu plus compliquée. Elle a un coût. Et elle a un coût sûrement plus important. Mais par contre, une fois qu'on a fait l'acquisition d'un client, et t'as pas de problème de stock, enfin, de coût, etc. Tu vends un seul outil que t'as développé voilà. Une seule fois et tu peux le vendre de manière infinie, illimitée, voilà. Réplicable. Ce qui explique aussi les niveaux de valorisation de ces entreprises de tech et surtout dans le SaaS où vous avez un modèle qui est très puissant et exponentiel. Et c'est vrai que on souhaitait avoir au capital des investisseurs qui ont une très grande culture SaaS, des portefeuilles de boîtes de SaaS qui ont déjà traversé tout ce qu'on a traversé pour pouvoir bénéficier de leur expérience et une fois de plus de leur réseau. Et c'est vrai que ces investisseurs-là sont souvent outre-Atlantique, en tout cas pour certains, il n'y a pas que, on a quand même des fonds français comme la BPI, Raseo, ou d'autres qui sont des fonds français qui extrêmement puissants, avec des gens super d'ailleurs en partenaire qui nous accompagnent, qui jouent des rôles vraiment super importants chez nous. Mais c'est vrai que des fonds d'investissement comme ça qui ont investi dans toutes les success stories du SaaS, on va en chercher aussi aux US. Avec cette idée aussi que un leader mondial dans le SaaS, c'est un acteur qui a comme premier marché les US. D'accord. Et qui est leader aux US. C'est quand même le marché incontournable, quoi. Ce qui explique que beaucoup de boîtes de SaaS françaises partent aussi chercher la croissance aux États-Unis, en fait. Exactement. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que on a souvent l'image vue de l'extérieur. Et il y a un peu un côté pop culture aussi. Je sais pas si tu connais la série Silicon Valley par exemple, tu vois, qui a un peu cette caricature du monde des startups. Non, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu parler. Elle est assez excellente, en tout cas, je te la recommande. Et typiquement, les fonds en fait passent leur temps à faire des mauvais coups à cette équipe de jeunes start-upers. Et typiquement, du jour au lendemain, ils dégagent le CEO et le fondateur, puis ils mettent un mec qui est établi, qui a un profil, etc. Du coup, en fait, c'est intéressant aussi que tu nous dises qu'un fonds, parce qu'on le sait quand on est dans ce milieu-là. Pas forcément à l'extérieur. Un fonds, c'est aussi un partenaire et il vient pas changer ta culture en fait. Il s'insère parfaitement dedans et tu le choisis aussi toi en fonction. Ouais, complètement. Et puis, vous voyez, à la taille qu'on a, on pourrait être un petit peu plus chahuté, quoi. Des fois, moi, je me dis,
quand j'ai démarré, pour être très honnête, quand j'ai démarré cette aventure, je me disais que si jamais il y avait une chance qu'on arrive à ce niveau de taille, il y aurait certains d'entre nous, moi peut-être, qui feraient peut-être plus partie de l'aventure, ou alors qui seraient un peu mis de côté, parce qu'il faudrait faire venir des gens établis, comme tu dis, qui ont déjà fait, qui ont de l'expérience, etc. Des rockstars, quoi. Voilà. Et en fait, non, les discussions n'ont pas lieu d'être à ce stade. Alors aussi parce que sûrement les résultats sont globalement là, mais je pense aussi que et ça revient un petit peu sur ce dont on parlait, la culture d'une entreprise, l'âme d'une entreprise, c'est aussi son fondateur. Et chez nous, c'est un truc qui est tellement important. C'est son équipe dirigeante. C'est son âme. Et je pense qu'en remplaçant des gens au mauvais moment, on casse quelque chose. Alors, j'espère que l'équipe que je décris n'est pas que l'âme de l'entreprise, parce qu'elle fait quand même des choses. Mais je pense que peut-être qu'on sous-estime aussi tout le bagage qu'on a, avoir traversé tout ça. Et puis ça forge des choses, évidemment. Ouais, puis ça forge des choses. Puis je pense que souvent ce qu'on se dit avec Jonathan quand on imagine les étapes d'après, c'est on se dit que le pilotage d'une boîte comme celle-là, c'est l'image qu'on prend souvent, c'est celle du chef d'orchestre. C'est-à-dire que le chef d'orchestre, c'est pas forcément un excellent musicien, c'est pas le meilleur des musiciens, mais son job, c'est de recruter les meilleurs musiciens, de faire en sorte qu'ils soient à l'aise au milieu de l'orchestre, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils jouent bien, et que quand tout le monde joue bien, ça fait une mélodie parfaite. Tu les mets en harmonie. Et qu'on la met en harmonie, excellent. T'as vu. Et donc, c'est exactement ça, voilà, en fait, qu'on porte, tu vois. Enfin, c'est totalement ce que tu viens d'expliquer. J'ai même pas besoin d'expliquer au début de l'épisode ce qu'on fait en intro, tu vois. Voilà, super. C'est complètement ça. Et alors, du coup, tu parlais des prochaines étapes pour Content Square. Tu nous as dit au début de l'interview que globalement sky is the limit. Comment tu vois évoluer dans les prochaines années? On a beaucoup travaillé sur notre vision produit. Donc comme je te l'ai dit, on a un marché qui est en pleine croissance et on voit que la solution qu'on propose peut toucher d'autres utilisateurs au sein des équipes de nos clients. Toi, par exemple, on est en train de développer une solution qui s'appelle Find and Fix, qui va être un autre produit. D'accord. Ce produit, il va plutôt viser les équipes techniques, enfin en partie les équipes techniques côté client, qui aujourd'hui n'utilisent pas du tout Content Square. On a développé CS4 Apps, qui est Content Square pour les applications mobiles. D'accord. On a une solution pour côté client, tous ceux qui travaillent sur le produit et le merchandising. L'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui touche tous les éléments du site, en fait. D'accord. Et toutes les équipes côté digital. Donc notre idée, c'est de dire on va proposer des solutions à tous les métiers qui vont couvrir toutes les facettes de l'optimisation d'une interface digitale. Et donc on a une vision produit pour les 15 prochaines années. Hein. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'on est encore tout petit par rapport à tout ce qu'on pourrait faire. Et donc on a investi, on continue à lever de l'argent, on continue à investir massivement en R&D. On a encore une centaine de postes là sur toute la partie technique, R&D, innovation chez nous à ouvrir. On a une équipe maintenant bien huilée qui travaille sur toutes les opportunités d'acquisition, donc on va continuer à faire des acquisitions. Et on va pas se poser 36 000 questions, on va regarder ce marché, on va regarder ces clients qui nous font confiance et qui semblent bien nous aimer et qui sont prêts à aller sur d'autres offres avec nous. Donc on a plein de choses à faire. Donc c'est des nouveaux produits, des nouveaux territoires. Là on vient d'installer une équipe à Singapour pour attaquer tout le marché asiatique. On a des grands espoirs sur l'Asie. Après il y aura l'Amérique du Sud et puis continuer à se développer bien sûr en Europe et aux États-Unis où on est déjà présent. L'Amérique du Nord. Enfin il y a encore vraiment beaucoup de territoires. Et voilà, on a un passage qu'on prévoit, c'est l'IPO, donc l'entrée en bourse. D'accord. On imagine peut-être dans les 2 ans à venir. Voilà, l'idée, il y a 2 idées derrière l'IPO. La première, c'est de se donner encore plus les moyens d'atteindre cet objectif en levant beaucoup d'argent pour pouvoir continuer à investir et continuer à se développer. Et puis cette idée aussi que l'IPO permet de développer très très fort
la marque. Ah, complètement. Et on a l'image des IPO à l'américaine, voilà. la banderole Snapchat là devant Oui. devant la bourse. Voilà. Et on verra si on y arrive ou pas. On verra si dans 2 ans c'est le bon moment ou pas, et si c'est dans notre intérêt de faire ça. Mais en tout cas, on s'y prépare. Donc aujourd'hui, Donc on continue sur une trajectoire hyper croissance. Quoi. Oui. Ok. Et t'es toujours confiant que tu as les fondamentaux en termes de culture qui me permettent justement d'aider cette croissance? Ou est-ce que tu vois des changements encore à faire à ce niveau-là? Non, le seul truc qui peut nous inquiéter un petit peu, c'est le Covid, parce que notre culture chez Content Square, elle est quand même très basée sur les interactions humaines. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais comme je te l'ai dit, on est ouvert au home office, même ce qu'on appelle le full remote, c'est-à-dire d'avoir des gens qui viennent jamais au bureau. Mais on en a parlé entre nous. On veut pas que ça représente plus de 15-20% de nos effectifs. On veut que 80% des gens soient dans des bureaux où les gens prennent plaisir à se voir, à se rencontrer, à vibrer ensemble. On a ce petit mojo, mais qui est très connu. Quand je dis connu, parce qu'il est utilisé par plein de boîtes, c'est le work hard, play hard. Bien sûr. C'est pareil, il a un goût particulier chez Content Square parce qu'on work très hard et on play très très hard aussi. D'accord, ça doit être sympa les soirées Content Square. Et ça nous manque, quoi. Tout ça nous manque. Bien sûr. Donc là, on a un kick-off qui est un événement où tous les ans on réunit tous nos collaborateurs pendant 3 jours au même endroit. Le dernier en date, c'était donc en janvier de l'année dernière. On avait 500 personnes réunies en région parisienne pendant 3 jours pour travailler et faire la fête. Cette année, ça s'est fait sur Zoom, donc forcément, ça avait pas la même ambiance. Malgré tout, on est bluffé par le niveau d'énergie qu'il y a eu, d'enthousiasme. Il y a même eu des concours de déguisement. Il y a eu des trucs très très sympas qui ont été organisés. Mais voilà, on a quand même très très envie de se retrouver tous très 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 vite. C'est quelque chose qui est partagé, je pense, par tout le monde, hein, effectivement. Oui. Écoute, j'ai encore 2 petites questions pour toi. La première, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est vous êtes clairement une boîte de data qui s'est construite sur la data, qui vit par et pour la data. Est-ce que tu arrives à mettre de la data justement sur cette culture entreprise? Est-ce que tu arrives à la piloter de la manière dont tu pourrais piloter des interactions web sur des sites de tes clients par exemple? Ou est-ce que c'est impossible? Ah là, tu me prends de court là. Non. Je savais que c'était une question un peu difficile. Non, aujourd'hui non. Je pourrais répondre franchement non. Après, si peut-être un peu quand même. Et quelque chose qu'on fait, c'est que on a mis en place un outil qui est très important pour nous, qui s'appelle le Pulse Survey, qui est simplement un petit sondage qu'on envoie tous les 3 ou 6 mois selon les périodes à nos collaborateurs. On se force à avoir vraiment une belle représentativité au niveau des réponses, représentativité des équipes, des régions, etc. Et il y a beaucoup de questions autour de la culture, des valeurs. Est-ce que vous reconnaissez l'adhésion aux valeurs, etc. Et donc ça, c'est quand même un élément qu'on mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on avance dans le temps, plus l'adhésion est forte. D'accord. C'est plaisir à constater ça. Ouais. Et on l'a fait, et on a particulièrement dans le cadre du Covid, et l'adhésion a été renforcée dans le cadre du Covid. Donc et ça, c'est top. C'est top. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est plutôt confiant aujourd'hui sur tous ces éléments. Ok, ça marche. Alors du coup, ma dernière question, pour le coup, celle-là, elle est traditionnelle sur ce podcast. C'est toi, du coup, quel serait le conseil que tu donnerais à un chef d'entreprise qui soit en hypercroissance ou pas, et qui hésite justement à se dire on va travailler sur notre culture entreprise, on va vraiment en faire quelque chose de décliné à 360 degrés, c'est exactement ce que vous avez fait et que tu nous as dit au début. Quel est ton conseil pour qui se pose des questions? Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler dessus. Je sais qu'il y a des gens qui disent non, mais surtout pas, parce que sinon on fait quelque chose de faux, c'est trop construit. Justement, la culture, les valeurs, c'est immanent et voilà, ça doit ressortir, machin, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est important de mettre des mots, c'est important de mettre des couleurs, de mettre du graphique et de le rendre un minimum consistant. Par contre, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est forcer les choses. C'est-à-dire que si vous sentez que ça s'incarne pas naturellement,
c'est qu'il y a un problème, c'est que ça a été mal défini. Moi, j'ai l'impression que quand je regarde nos valeurs, par exemple, et quand je regarde le management de cette entreprise, j'ai l'impression que c'est hyper cohérent. C'est hyper cohérent. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est ça les 2 conseils que je donnerais. Ok. Écoute, je propose qu'on s'arrête là-dessus, Nicolas. Mille merci pour cette interview. Merci à toi. C'est un vrai plaisir de la faire. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.